le conflit israélo-palestinien a été relégué par les puissances, par les grandes puissances bien évidemment, mais aussi par la majorité des États du monde arabe, et on le voit bien, a été relégué au simple rang de contentieux. Aujourd'hui, ce conflit n'est plus considéré comme un conflit, mais comme un contentieux. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Frédéric Ancel. Frédéric Ancel, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Vous êtes un célèbre géopoliticien, politologue, et nous voulions ensemble avec vous essayer de dresser un bilan de cette année sur le plan, on va dire, de la géopolitique régionale, de ce qui s'est passé ici dans notre région, au Proche et Moyen-Orient. Je voulais vous préciser d'emblée, on en redira un mot à la fin de notre entretien, que votre dernier ouvrage, eh bien, Atlas des frontières, a été publié il y a 2 mois à peine chez Autrement. Il a été écrit en collaboration avec Hugo Billard, et bien entendu, ce n'est que l'un de vos nombreux ouvrages sur la géopolitique régionale et internationale. Alors, on va parler avec vous plus spécifiquement de ce qui se passe, ce qui s'est passé cette année 2021 dans la région. Et incontournable, il y a 2 grands dossiers à l'ordre du jour. Il y a l'Iran, bien entendu, et puis il y a les accords d'Abraham. Alors, je voudrais qu'on commence peut-être par ce qui est on va dire, un des principaux acquis du développement de la région, des changements de paradigme. Eh bien, c'est les accords d'Abraham et leur développement avec, vous le savez très certainement, bien entendu, des échanges entre Israël et les pays du Golfe Persique, en particulier les Émirats Arabes Unis, des échanges qui se chiffrent aujourd'hui à près d'1 milliard de dollars, 750 millions pour une seule année, bien plus que tous les pronostics. Alors, la question que je voudrais vous poser, c'est de quelle manière, on va dire très concrètement, ces accords sont en train de modifier, de bouleverser la région ? Alors écoutez, d'abord, je dois vous dire que c'est avec plaisir que nous trichons un tout petit peu, parce que vous le savez très bien, cher Daniel, les accords d'Abraham n'ont pas été signés au cours de l'année, mais il y a un an. Il y a un peu plus d'un an. Effectivement. Mais Voilà, ils se sont véritablement développés, ils ont pris leur essor durant cette année. Bien sûr, bien sûr. C'était une boutade. Donc, évidemment, leur application a commencé en fanfare, effectivement, cette année. Alors, je vais vous répondre en 2 temps. D'abord, je voudrais nuancer un tout petit peu. Je voudrais nuancer, non pas leur importance, mais leur caractère totalement révolutionnaire. Les Émirats Arabes Unis avaient ouvert un bureau d'intérêt commercial avec Israël en 1996. C'est-à-dire, il y a un quart de siècle. C'est quand même pas extrêmement nouveau. Les rapports entre le Maroc et Israël datent de la rencontre d'Ifrane qui a eu lieu en 87, si ma mémoire est bonne, 86-87, entre Shimon Peres et l'ancien roi feu Hassan II, 87, c'est quand même pas très nouveau. Alors, le Soudan, c'est totalement nouveau. Est-ce que c'est révolutionnaire? On va y revenir. Je n'y crois pas. Bahreïn, effectivement, oui, c'est totalement nouveau et en même temps, c'est un confetti régional. Donc, si vous voulez, oui, bien sûr, là, et vous avez raison d'ailleurs de rappeler un chiffre très important puisqu'on s'approche entre les Émirats Arabes Unis et Israël du milliard de dollars. Et c'est exponentiel. Donc, bien sûr, ça va avoir des conséquences à la fois financières, économiques, donc diplomatiques, peut-être même stratégiques, tout à fait considérables. Simplement, encore une fois, ne considérons pas que, comme le font beaucoup de gens, que l'ancien président américain, Trump, a été quelque part messianique et qu'il a inventé ces accords d'Abraham. Il a donné le coup de pouce qui a, en quelque sorte, transformé l'essai, pour me filer la métaphore rugbystique. Maintenant, sur le deuxième volet de ma réponse, oui, effectivement, on a affaire à quelque chose de très important, ne serait-ce que parce que la paix qui existait, qui prévalait déjà entre Israël et 2 États arabes, l'Égypte et la Jordanie, est une paix qui prévalait entre Israël et 2 États très pauvres. Aujourd'hui, avec les Émirats Arabes Unis et dans une moindre mesure Bahreïn, on a affaire à des États très riches. Et de ce point de vue-là, il y a effectivement pour Israël une très belle opportunité, mais l'opportunité existe aussi pour ces deux pays. Pourquoi? Parce que ces 2 États se représentent comme étant des États du front, et un front
face à qui, et je pense qu'on y reviendra bien Oui. évidemment, avec l'Iran. Enfin, dernier point, si vous le permettez, là aussi c'est très intéressant, le Maroc, bon, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de développement avec le Soudan pour plein de raisons, enfin, le Soudan a d'autres chats à fouetter en interne, et c'est un État extrêmement pauvre. Mais le Maroc est intéressant parce que les relations donc, ont toujours été bonnes, même si elles n'étaient que officieuses, et elles sont surtout amenées, je crois, à perdurer pour deux raisons. D'abord parce que un peu plus d'1 million de juifs israéliens sont d'origine directement ou indirectement marocaine, et que le Maroc a toujours été considéré, avec raison, comme l'un des, sinon le seul État arabe où il y a eu des déchirures, j'allais presque dire sentimentales. Et le Maroc n'a jamais, comme beaucoup d'autres États arabes, perpétré des politiques violemment antisémites et des pogroms. Et puis, enfin, du côté marocain, on a signé cette paix avec Israël, notamment et surtout parce que, en définitive, il y a eu reconnaissance par la première puissance mondiale de la souveraineté chérifienne sur le Sahara occidental. Et il faut bien considérer que pour le Maroc, le Sahara occidental, depuis son indépendance, a toujours été l'axiome stratégique fondamental, bien plus que la question palestinienne. Alors, est-ce qu'il est exact de dire que c'est finalement le sésame, la reconnaissance de la souveraineté sur le Sahara occidental, le sésame qui a permis, on va dire, dans les relations entre Israël et le Maroc, de redonner, on va dire, toute leur contenance, tout leur volume à des relations qui, aujourd'hui, cette année également, puisque là, vraiment, ça fait 1 an exactement, eh bien, se sont considérablement développées, mais avec un aspect, on va dire, très émotionnel, beaucoup de déclarations qui n'étaient pas nécessaires, indispensables, comme le fait de dire que, de la part du roi Mohamed VI, de dire que le Maroc a des origines juives dans son ADN, que la constitution marocaine, c'est une constitution qui repose sur un pilier apporté par la communauté juive. Tout cela, ça va bien plus loin, on va dire, que des relations stratégiques et géopolitiques. Non, alors, vous avez raison. D'abord, je pense qu'on a affaire avec Mohamed VI à un très bon souverain, à quelqu'un qui est un souverain stratège. C'est un souverain qui manifestement, et je le dis de manière objective, entretient aussi une fibre, on va dire, alors oui, émotionnelle, sentimentale, ce qui se fait quand même assez rarement dans les relations internationales, qui n'est pas négligeable. Et quand je dis souverain stratège, pensez, cher Daniel, aussi que, outre le Sahara occidental, et en même temps les questions sont très liées, on a une rivalité extrêmement dure avec l'Algérie. Et l'Algérie, elle, au contraire, depuis son indépendance, a toujours été l'un des fers de lance principaux de l'antisionisme et de la lutte contre Israël. Et là, aujourd'hui, on a bien évidemment affaire à un schéma, j'allais dire, exacerbé entre les deux États, et notamment parce qu'effectivement, le Maroc est aussi, et j'en termine avec ce pays très intéressant, est aussi un pays du front, même si sur le plan géographique, il est situé extrêmement loin de l'Iran, mais il ne vous aura pas là non plus échappé que le Maroc, mais aussi des États comme l'Égypte, par exemple, ou la Jordanie, bien sûr, sont des pays qui s'inscrivent dans une grande alliance informelle, parfois formelle en bilatéral d'ailleurs, avec les États-Unis, la France, bien sûr, d'autres États européens. Et il peut être menacé, il peut être menacé aussi, le Maroc, par l'Algérie, parce qu'il y a un rapprochement entre l'Algérie et l'Iran aussi. Je veux dire, l'Iran peut se servir de l'Algérie comme bras avancé dans le Maghreb. Alors voilà, c'est ça. J'allais y venir, vous finissez ma phrase, et je vous en remercie. On a affaire à des États, tous ces États que je viens de citer, se situent réellement dans une alliance à la fois face à l'expansionnisme iranien, mais aussi, ne l'oublions pas, face à l'islamisme radical. L'islamisme radical qui a cruellement touché, visé un certain nombre de ces États, je pense notamment à l'Égypte, mais le Maroc aussi. Qu'on se souvienne des grands attentats extraordinairement graves et très meurtriers des années 2000, attentats islamistes face auxquels le même Mohamed VI a su gérer la situation de manière, il faut le dire, assez remarquable, et regardez à quel point, même politiquement, ces dernières semaines, on a eu affaire à une chute dans les
lors d'élections démocratiques une chute du mouvement islamiste. Alors, et oui. ça, c'était vraiment intéressant. Alors, vous avez parlé de l'Égypte et de la Jordanie parce que c'est aussi intéressant et c'est peut-être probablement l'une des retombées de ces accords d'Abraham. C'est que vous disiez que c'était des pays pauvres. Aujourd'hui, quelque part, l'État d'Israël, c'est un pays, on va dire, riche qui dispose de certaines ressources, en particulier en matière énergétique, en particulier dans le domaine du gaz. Et on voit que quelque part, la paix froide avec ces deux pays, qui datent de 79 et de 94, eh bien, elle est peut-être en train de se réchauffer, je dirais, autour du gaz israélien ou autour justement d'une forme de richesse que l'État d'Israël peut apporter à ces pays qui le comprennent aujourd'hui à travers l'exemple développé dans les relations bilatérales de cette année entre Israël et les Émirats, par exemple. Est-ce que c'est exact de définir les choses comme ça ? Ah, totalement, surtout avec l'Égypte. Surtout avec l'Égypte, qui est un pays évidemment phare, extrêmement important dans la région, et pas seulement, mais aussi pour Israël. Israël et l'Égypte ont trouvé très rapidement un accord de délimitation territoriale maritime pour exploiter respectivement les gisements de gaz naturel en Méditerranée orientale. Et alors, sachant que un autre point, rapproche ces deux pays, mais depuis plus longtemps que cela, et on est là dans une géopolitique plus hardcore et moins énergétique, c'est évidemment la question de Gaza, avec le prurit du Hamas, qui a pris le pouvoir par un coup d'État en 2007 dans la bande de Gaza, et qui a laissé, alors à son corps défendant ou pas, je ne sais pas, mais qui, ces dernières années, n'a pu empêcher ou a encouragé, encore une fois, je ne sais pas, l'arrivée de terroristes islamistes radicaux à partir donc de la bande de Gaza qu'il contrôle en principe totalement, ce Hamas, dans le Sinaï. Et vous savez que dans le Sinaï égyptien, il y a plusieurs groupes djihadistes qui font coup de feu et qui constituent un véritable cauchemar pour l'Égypte. Et de ce point de vue-là, on a eu affaire dès l'accession au pouvoir du prédécesseur de l'actuel maréchal Sissi, c'est-à-dire un président égyptien qui était quand même frère musulman, on a eu affaire à la volonté de la part donc du Caire de négocier avec Israël la possibilité de remettre en cause, alors de manière extrêmement ponctuelle et non pas en défaveur d'Israël bien sûr, les fameux accords de paix de Camp David, de façon à ce que l'armée égyptienne puisse intervenir directement dans le Sinaï pour lutter contre ces djihadistes. Alors, je voudrais qu'on revienne maintenant, parce qu'on se rapproche un peu de la menace, on va dire, existentielle ou quasi existentielle que fait peser l'Iran sur la région, sur les Émirats, sur les pays du Golfe Persique et bien entendu sur l'État d'Israël. Vous considérez effectivement que c'est le moteur de la normalisation des relations entre les Émirats et Israël, entre Bahreïn et Israël ? C'est le moteur principal. Du moins, c'est la variable explicative principale. Vous savez, dans toute décision, et pas seulement en géopolitique, je crois, il y a plusieurs variables de prise de décision. Bon, alors la constante, évidemment, ce sont les intérêts bien compris, en principe bien compris, de l'État qui prend ses décisions, de l'État souverain lorsqu'il l'est. Mais enfin, ça, c'est la constante. Mais après tout, chacun peut considérer que telle ou telle initiative va apporter ou coûter davantage. Bon. Donc, vous avez des variables de prise de décision. Et aux Émirats arabes unis, où on a l'habitude d'être très pragmatique, certainement d'ailleurs, s'agit-il du pays du Conseil de coopération du Golfe, donc de la péninsule arabique, le plus pragmatique, et c'est la puissance montante de la région de manière absolument incontestable à tout point de vue. Bon. Eh bien, les Émirats ont décidé qu'effectivement se rapprocher considérablement d'Israël permettait une espèce de garantie, sinon une assurance vie face à l'Iran. Écoutez, on ne peut plus considérer, lorsqu'on est émirati ou même bahreïni, on ne peut pas compter sur la seule protection saoudienne. On a bien vu que, sur le plan strictement militaire, l'Arabie saoudite était extrêmement faible. On l'a vu et on le voit presque quotidiennement au Yémen, où l'Arabie saoudite rate totalement sa guerre, et c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est une litote dans ma bouche. Et on a bien vu qu'il y a un an, l'Iran avait réussi, via des drones performants, à casser une partie, enfin atteindre en tout cas, une partie des infrastructures pétrolières saoudiennes sans la moindre réaction de l'armée saoudienne. Donc il faut compter sur le renseignement israélien, voire plus si affinité. Alors, pourquoi et comment peut-on expliquer ce à quoi on assiste au cours des dernières semaines en particulier, c'est-à-dire ce rapprochement entre les Émirats et l'Iran. C'est-à-dire, on peut comprendre qu'il y a cette proximité, mais à quoi jouent les Émirats quand d'un côté, effectivement, ils accueillent Naftali Bennett,
et il le couvre d'éloges, et les développements économiques et commerciaux sont magistraux. Mais d'un autre côté, eh bien, on voit que les Émirats tentent tout de même une sorte de rapprochement avec l'Iran. Pourquoi ? Alors, je vais vous donner une réponse en deux temps. D'abord, je citerai l'un de mes collègues à Sciences Po Paris qui me disait récemment, tu sais, en Orient, les gens ne comprennent pas ici, en Occident, qu'en Orient, on peut être à la fois pour et contre. Oui. On peut être avec et contre. Alors bon, c'est une idée extrêmement intéressante à développer. Mais si vous voulez, les Émirats arabes unis ne se rapprochent de l'Iran que dans la mesure où l'Arabie saoudite aussi, et dans la mesure où les fameux 5+1 sur le dossier nucléaire iranien d'une part et la République islamique d'Iran aussi. C'est-à-dire que... Et dans la mesure où l'administration Biden se montre relativement faible. Absolument. Alors faible, ça c'est un autre débat. Je ne sais pas si elle est faible. En tout cas, il y a une volonté de rapprochement, mais pas politique ou idéologique, avec l'Iran, mais une volonté de revenir à Vienne, à l'accord sur le nucléaire du 14 juillet 2015. C'est quand même très différent. Mais de ce point de vue-là, on a affaire donc à une reprise des négociations. Alors pourquoi voulez-vous que les Émirats, qui sont toujours très pragmatiques et qui pour le coup, eux, constitueraient certainement l'une des toutes premières cibles au cas où il devait y avoir une guerre régionale et notamment un conflit dur entre Israël et l'Iran, pourquoi voulez-vous que à Abu Dhabi et à Dubaï, on ne cherche pas, au moins sur le plan sémantique et diplomatique, à apaiser les choses. Vous voyez, après tout, les Émirats ne sont pas une très grande puissance qui peut se permettre de faire tout et n'importe quoi. Donc je pense qu'il faut quand même considérer que le socle d'intérêt émirati aujourd'hui, et on le voit, et vous avez bien rappelé ce qui est alors pour le coup totalement révolutionnaire, c'est-à-dire l'accueil d'un Premier ministre israélien, et j'ajoute, d'un Premier ministre nationaliste israélien aux Émirats en grande pompe. C'est ça qui est révolutionnaire, ce n'est pas le réchauffement diplomatique entre les Émirats et Téhéran. C'est une volonté peut-être de la part des Émirats de copier le modèle du Qatar, qui a ses bases militaires américaines, mais qui est très proche de l'Iran et très proche du Hamas. Oui, alors oui, le Qatar, si on veut, à ceci près que le Qatar irradie la région et tout le monde arabe d'une toxicité géopolitique qu'aujourd'hui à peu près personne, sauf ses alliés turcs évidemment, remettent en cause, ce qui n'est pas le cas des Émirats arabes unis. Le Qatar soutient très directement, très concrètement des forces obscurantistes, qu'elles fussent politiques ou militaires, et notamment, encore une fois, les plus durs parmi les frères musulmans. Heureusement, ce n'est pas le cas, bien sûr, des Émirats arabes unis. Alors, vous avez parlé de Turquie, je vais rebondir rapidement là-dessus. Une petite appréciation de votre part sur ce qui se passe chez Tayyip Erdogan. On le voit tenter de rapprocher d'Israël et du côté de Naftali Bennett, pas véritablement de retour parce qu'on veut maintenir une alliance avec le East Med, l'alliance triptyque entre Israël, l'île de Chypre et la Grèce, qui s'est forgée justement sur les ruines de la coopération entre Israël et la Turquie. Vous pensez qu'il peut y avoir un retour en arrière, même avec Tayyip Erdogan, ou c'est peine perdue? Alors d'abord, tout dépend de ce que vous appelez retour en arrière. En arrière quand? En arrière, il y a 10 ans. Avant le Marmara, on va dire. Oui, alors voilà, c'est ça. Voilà. Vous êtes un grand pro et ça se retrouve là. Oui, effectivement, soit il y a 10 ans à l'époque du Navi Marmara où Monsieur Erdogan est devenu extraordinairement violent vis-à-vis d'Israël, ou est-ce que c'était en 1996-2001 où pendant 5 ans, pas plus, mais pendant 5 ans, il y a eu une coopération relativement importante entre Israël et la Turquie. Je vais vous dire, Monsieur Erdogan est obligé à un certain pragmatisme aussi. Quand je vous dis qu'il y est contraint, c'est parce que sa politique étrangère, contrairement à ce que prétendent beaucoup d'observateurs complaisants avec la Turquie, a échoué à peu près partout. Elle a échoué dans le Caucase lors de la guerre ou après la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan l'an dernier, parce qu'en fait, la Russie n'a absolument pas du tout laissé la Turquie s'ingérer dans ce conflit. Elle a échoué au nord de l'Irak, où en réalité, les Kurdes restent une force autonome extrêmement conséquente. Elle a échoué en Syrie, parce que la même Russie que je viens de citer n'a pas laissé l'armée turque descendre plus de quelques kilomètres au-delà de la frontière et de la fameuse vallée du Rojava au nord de la Syrie. Elle a totalement échoué en Méditerranée orientale parce que M. Macron, et je pense qu'il faut lui en rendre grâce, à l'époque où il n'y avait pas de pilote dans l'avion OTAN, je parle évidemment d'il y a un peu plus d'un an, lorsque Trump était au pouvoir aux États-Unis, eh bien Emmanuel Macron a dépêché des forces très considérables en Grèce, ce qui a dissuadé
la Turquie de continuer à effectuer des recherches gazières dans des eaux territoriales qui ne lui appartenaient pas. Et enfin, elle échoue en Libye simplement parce que, certes, des mercenaires à la solde de la Turquie y ont fait le coup de feu et ont sauvé ce qu'il y avait à sauver du gouvernement libyen à Tripoli. Ça, ce n'est pas faux, mais en réalité, les conséquences sont pour l'instant parfaitement minimes et ce gouvernement ne gère pratiquement rien d'autre que quelques pourcents du territoire libyen. Et je pourrais continuer. Donc, si vous voulez, il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur. Et effectivement, on voit que sur certains dossiers, pas seulement sur le dossier israélien, M. Erdogan est en train de rétropédaler, est en train de ramer pour tenter effectivement, là aussi, une forme d'apaisement. Alors, une dernière question pour clôturer ce tour d'horizon régional et ce bilan de l'année 2021. On n'a pas encore prononcé un mot, c'est le nom des Palestiniens. Est-ce que vous pensez que la cause palestinienne, elle est définitivement abandonnée, c'est-à-dire elle est mentionnée du bout des lèvres par les Émirats, par le roi Mohammed VI, et les seuls qui semblent encore y croire ou croire à deux États pour deux peuples, c'est l'administration Biden. Vous pensez que qu'est-ce que vous pensez? Comment vous voyez, on va dire, le problème palestinien aujourd'hui et une solution à ce problème? Alors, je vous dirais que, d'abord, en géopolitique, l'adverbe définitivement, il n'existe pas. Ou en tout cas, moi, je m'en méfie énormément et je ne l'utilise pas. Nous avons affaire sur des temps longs, chers à l'historien Fernand Braudel, nous avons affaire régulièrement à des retours, des renversements, des grands basculements historiques et le sionisme et l'État d'Israël d'aujourd'hui en est une preuve parfaitement éclatante. Donc définitivement non. Deuxième point, le conflit israélo-palestinien a été relégué par les puissances, par les grandes puissances bien évidemment, mais aussi par la majorité des États du monde arabe, et on le voit bien, et on a discuté ensemble des accords d'Abraham, a été relégué au simple rang de contentieux. Aujourd'hui, ce conflit n'est plus considéré comme un conflit, mais comme un contentieux. Alors un conflit, potentiellement, il est grave, il est gênant, il est déstabilisateur. Un contentieux, non. Non, franchement, c'est une affaire locale, ce sont des bisbilles locales, et on les réglera plus tard. Et c'est la raison pour laquelle, au fond, aujourd'hui, dans les agendas internationaux, cette question, on va l'appeler comme ça, cette question, non pas qu'elle n'existe plus, elle existe, mais effectivement, elle est ravalée. Alors jusqu'à quand, je ne sais pas, mais force est quand même de savoir et de garder à l'esprit que de toute façon, la question n'est pas réglée. Et que d'une manière ou d'une autre, elle ressurgira non seulement dans l'agenda israélien, dans l'agenda arabe et peut-être dans l'agenda régional. Alors je vous dirais qu'au jour d'aujourd'hui, les rapports de force sont absolument écrasants en faveur d'Israël. Ça, tout le monde le reconnaît, certains le déplorent, d'autres s'en félicitent. Là-dessus, il n'y a absolument pas de débat, mais ça ne veut pas dire que la question n'existe plus. Si vous voulez, on n'est pas dans une espèce de schéma de jeu pour adolescents où tout à coup on entend game over. Et là, on compte les points et puis ensuite on va boire un cidre en pensant à autre chose et puis en jouant à un autre jeu. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que les temps se poursuivent. L'histoire continue, comme dirait l'autre. Et aujourd'hui, effectivement, les Palestiniens sont extrêmement divisés. Le Hamas, toujours aussi fanatique, tient toujours la bande de Gaza. Mahmoud Abbas est très faible parce qu'il le veut bien et parce qu'objectivement, les éléments géopolitiques qui constituent aujourd'hui la situation le rendent de toute façon très faible. Les États arabes ont d'autres intérêts. Les États-Unis, la Chine, la Russie pensent à autre chose. Très bien. Mais l'histoire continuera. Et si vous le permettez, je voudrais juste dire un dernier mot, parce que je ne l'ai pas prononcé il y a un instant, sur la question précédente concernant la Turquie, mais ça vaut de manière plus générale. Si vous voulez, le point peut-être le plus important dans le rapport de force négatif dont pâtit aujourd'hui la Turquie et l'échec de sa politique étrangère tient dans la reconnaissance, et là pour le coup ça s'est fait cette année, et c'est révolutionnaire, par le président de la première puissance mondiale, Joe Biden, du génocide perpétré par l'Empire turc ottoman et par le gouvernement jeune turc en 1915 à l'encontre des Arméniens. Et ce n'est pas rien sur le plan géopolitique. Et si je peux me permettre, cher Daniel, je vous dirais, si j'ai encore un mot, que tous les États seraient bien inspirés de reconnaître cet authentique génocide arménien de 1915, je dis bien tous les États. Y compris l'État d'Israël qui effectivement ne l'a jamais reconnu en raison de ses relations justement avec la Turquie et qui depuis que les relations... Avec l'Azerbaïdjan surtout. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup Frédéric Ancel d'avoir accepté de répondre à nos questions et de vous être livré à cet exercice périlleux, mais ô combien stimulant et qui, bien entendu, ne vous a pas posé de problème de bilan de l'année géopolitique dans notre région, Proche et Moyen-Orient. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un récent Atlas des frontières qui est paru avec votre co-auteur Hugo Billard chez Autrement. Merci encore d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne année civile, si l'on peut dire, comme on dit ici. Bonne journée, bonne année. Et à bientôt. Merci encore.